Une scène comme celle-ci, la collation des grades de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal, n'aurait pas été possible avant la Révolution tranquille. Jusque-là, seuls les jeunes issus des collèges classiques avaient accès aux études universitaires. L'éducation permanente a bouleversé cette réalité. Aujourd'hui, près de 100 000 adultes québécois fréquentent les universités, généralement le soir et les fins de semaine. La présence des adultes dans le système d'éducation remonte à plus d'1 siècle. En pleine révolution industrielle, il fallait bien former une main-d'œuvre plus compétente. Mais il s'agissait de formation technique ou alors d'un enseignement qui ne dépassait pas le primaire et le secondaire. 100 ans plus tard, les gens du marché du travail ont envahi tous les ordres du système d'éducation. De tous les établissements universitaires du Québec, l'Université de Montréal est la seule qui ait créé une faculté vouée entièrement à l'éducation permanente. La FEP, comme on l'appelle familièrement, est née en 1972. J'ai choisi la faculté d'éducation permanente pour beaucoup de raisons. Premièrement, parce que c'est un programme qui est taillé à nos besoins. Et puis, je crois que dépendant de nos intérêts, dépendant de notre expérience, on va chercher le bagage qu'on veut à l'intérieur des certificats qui nous intéressent. L'autre chose qui était très importante, c'est que c'est un programme où il y a beaucoup de flexibilité dans le choix de cours. Le contenu des programmes comme tel est très, très intéressant avec des professeurs que je crois très diversifiés. Et c'est pour ça vraiment que je suis rentrée dans le programme. J'aurais pu faire mes cours à temps plein dans une autre faculté, mais la faculté d'éducation permanente, pour moi, c'est spécial. Spécial et pour cause. 75% de la clientèle de la FEP est composée de femmes. Plus de 90% occupent un emploi à temps plein, 50% ont des enfants et plus de 90% mènent des études à temps partiel dans des programmes de certificats à caractère professionnel. Bon, c'est évidemment l'importance de l'éducation des adultes, l'énormité des besoins, tous azimuts, que l'on regarde à l'intérieur de l'université, que l'on regarde à l'extérieur de l'université, il y a un besoin dans un contexte comme le nôtre énorme de recyclage, de perfectionnement, de rattrapage, de gens qui ne sont pas embarqués dans le train au bon moment puis qu'il faut pas oublier. Là-dedans, il y a un nombre important de femmes, tout le monde le sait. Et c'est d'éviter, du gaspillage, le gaspillage de ressources humaines. Deuxièmement, c'est d'éviter aussi le déphasage des ressources humaines. Et là, à ce point de vue-là, je pense que l'université, la faculté de l'éducation permanente, l'Université de Montréal, avec 30 ans d'expérience du côté de l'éducation, a un bagage énorme qu'il faut qu'il soit utilisé. Les 12 000 personnes inscrites prouvent bien la popularité de la Faculté de l'éducation permanente. Les étudiants ont le choix d'une trentaine de programmes de certificats répartis en 4 familles. Santé, travail, langue et culture, communication et intervention. Un service de conseil en orientation, des cours compensateurs pour ceux qui n'ont pas étudié depuis longtemps et des conditions d'admission souples qui tiennent compte des expériences de vie et de travail. C'est tout cela qui caractérise la FEP. Une fois inscrit, l'étudiant entreprend une grande aventure qui durera parfois plus de 10 ans pour peut-être, un jour, obtenir un baccalauréat. Monsieur le vice-recteur, vous êtes prié de conférer le grade suivant de bachelier, décerné par le comité exécutif sur recommandation du Conseil de la Faculté de l'éducation permanente. Daniel Beaulieu. Un baccalauréat, c'est plus de 1300 heures de cours, des milliers d'heures de travail arrachées au loisir, un investissement de plusieurs milliers de dollars, et cela dans des universités qui ont d'abord été conçues pour des jeunes qui étudient le jour et à temps plein.
j'étais isolée, je me sentais vraiment méconnaissante face à ce qui pouvait se dire, ce qui pouvait se faire. Qu'est-ce que je pouvais faire, moi, en tant qu'étudiante, pour, bien entendu, pour arriver le plus vite possible à mes buts. Mais en même temps, je me disais, ça se peut pas que autant d'étudiants, parce que je les voyais autour de moi, là, puis je me disais, ça se peut pas que tout ce monde-là soit aussi pris en otage, parce que je me sentais prise en otage. J'étais vraiment un pion qu'on manipulait d'un local à l'autre, surtout que moi, j'avais été très échaudée dans ma première session. J'ai eu, pour une session, 3 locales à fréquenter à des soirs différents. Je devais me promener d'un pavillon à l'autre. C'était même pas situé au même pavillon. Je faisais Marie-Victorin, pavillon principal, Marie-Victorin. Fait que je me disais, ça se peut pas. C'est pas possible que du monde soit traité comme ça dans une université. Surtout que quand tu arrives à l'école, quand tu arrives à l'université, tu as toujours une vision un petit peu... je pourrais dire ça, une vision surélevée de ce que ça va être. Tu t'imagines jamais que ça va être comme ça. Ça se peut pas que les bancs soient jaunes-orange, que tu n'aies rien à manger, puis qu'on t'emplisse le cerveau, puis que tu n'aies même pas de café au break. Ça se peut pas, tout ça, là, tu sais. Les problèmes, c'est effectivement un passé, c'est la place de la FEP dans l'université. Elle est restée marginale, elle s'est marginalisée, on l'a marginalisée. Et moi, j'essaie de faire des ponts et de transformer un préjugé qui est souvent ou bien de l'ignorance, ou à la limite un préjugé qui est dans certains cas défavorable. Il y a des gestes peut-être malheureux ou incompris qui ont été posés et qui font que quand on dit FEP, contrairement quand on dit faculté de médecine ou quand on dit faculté des études supérieures, il y a un préjugé favorable, bon, ça va. Quand on dit FEP, il n'y a pas toujours un préjugé favorable. On a souvent dénigré la formation par certificat et on déplore l'absence de professeurs de carrière en éducation permanente où l'enseignement est assuré par des chargés de cours. On fait aussi état du grand nombre d'étudiants qui abandonnent leurs études sans avoir obtenu leur diplôme. Rarement a-t-on reconnu les torts des universités qui répondent souvent très mal aux besoins de cette clientèle particulière. C'est quand les étudiants sont admis. Très souvent, les étudiants adultes ont gardé de leur fréquentation scolaire antérieure des souvenirs positifs et négatifs. C'est mêlé. On signalait tantôt, M. Sanssouci le signalait comment, revenant, même si elle a toujours été dans le monde de l'enseignement, elle reste revenant au statut d'étudiant. Tout à coup, il se trouve un peu le cœur serré lors d'un premier examen. Et je pense que les étudiants qui reviennent aux études ont peut-être davantage besoin au départ, surtout d'un certain support. Or, le simple fait qu'il n'y ait pas de personnel à temps plein à leur service, déjà limite singulièrement le support qu'il est possible de leur accorder. Non pas que les chargés de cours soient mauvais, c'est pas ça. Au contraire, je pense qu'ils sont généralement de fort bonne qualité, mais ils ne sont pas payés pour ça. Et moi, ce qui me frappe dans l'évolution en cours, c'est qu'il y a un certain discours de l'excellence qui risque de compromettre la qualité. C'est pas simplement un jeu de mots que je fais là. Si je pense, par exemple, à l'Université de Montréal, pour parler d'une université que je connais bien, moi, je pense qu'on a eu raison, effectivement, de prendre le virage, de n'accepter que des étudiants les mieux qualifiés, parce que quand ils seront à l'Université de Montréal, ils seront abandonnés à eux-mêmes. Ce que L'ACDOLF, qui regroupe principalement des professionnels de l'éducation permanente, est très sensible aux problèmes particuliers auxquels se heurtent les adultes dans les universités. Le congrès de l'organisme, tenu en juin 1990, a débattu la proposition suivante. Quels sont ceux qui sont d'accord qu'actuellement, compte tenu de ce qu'on a vu ces derniers jours, ce serait un bon moyen d'aider l'éducation des adultes que de favoriser l'éclosion d'associations d'étudiants adultes? Voulez-vous lever la main, ceux qui disent « oui, ça serait un bon moment de faire ça ». Très fortement majoritaire, en effet. Ceux qui ne voient pas en quoi ça pourrait apporter quelque chose, ceux qui trouvent que c'est pas un bon temps, voulez-vous lever la main? Personne. La communauté étudiante adulte de l'Université de Montréal avait compris cela dès 1985.
Elle crée alors une association à la Faculté de l'éducation permanente. Une équipe a travaillé pendant plusieurs mois pour tenir un référendum et organiser le congrès de fondation. Robert Martin y a été élu président de l'association. 3 premiers mois, la seule chose que nous avons faite, c'est une analyse de la situation. Où en était-on? Quels étaient les besoins que nous avions comme clientèle adulte à l'Université de Montréal? Que devions-nous faire? Et puis, je voudrais peut-être rappeler, c'est qu'à 2 reprises auparavant, il y avait eu une tentative de formation d'une association étudiante à la Faculté d'éducation permanente. Les situations n'avaient pas permis de pouvoir aboutir à l'éclosion finale de l'association. Il n'y avait pas de modèle. Il n'y avait pas de modèle nulle part. Il n'existait pas d'association d'étudiants, si on veut, qui rencontraient une clientèle qu'on appelle adulte. En fait, il faut bien comprendre qu'adulte veut dire tout simplement des gens qui sont issus du milieu du travail. Parce qu'en fait, on sait bien que même les plus jeunes ici sont tout de même des adultes. De là, rapidement, les gens ont dit, bon, après avoir constaté ces problèmes, les gens se sont mis à établir un programme pour, en fait, doter l'association d'objectifs, si on veut précis, de revendications, puis de faire en sorte aussi d'assurer son existence. Dans une deuxième étape, un référendum a été tenu en 1985, où à 98 et avec un taux de participation de tout près de 80 des étudiants, on dit « Nous voulons une association d'éducation permanente à l'Université de Montréal. Nous voulons nous regrouper. Nous voulons assurer notre participation aux différentes structures de l'université. Nous voulons participer aussi à l'organisation de notre faculté. Nous voulons siéger au conseil de faculté, dans les conseils de programme. Nous voulons être là. » Dès lors, les motifs qui ont rassemblé ces gens aussi rapidement, c'était de nombreux problèmes. Un des principaux problèmes était la qualité, si on veut, de la formation qui était donnée. Les gens vivaient une certaine insécurité. Souvent dans les entreprises, souvent dans les différents milieux, on disait, bon, la formation qui est dispensée aux adultes, les programmes de certificat, c'est quelque chose qui n'est pas une véritable formation universitaire. Et les gens, quand ils se ressemblaient, c'était dans le but. Le but premier était de faire en sorte de s'assurer que les adultes, que les gens qui viennent à l'université puissent disposer d'une formation vraiment de qualité universitaire. En 1986, pendant que l'AGFEP se bat pour obtenir de vrais baccalauréats, un rapport du Conseil des universités recommande l'abolition de tous les programmes de certificat. Une telle mesure équivalait à fermer aux adultes les portes de l'université. La riposte a été vigoureuse. L'AGFEP a mené une campagne d'affichage dans tout le Québec pour dénoncer ce projet. Elle a organisé une pétition portant des milliers de signatures et produit un mémoire à la commission parlementaire chargée d'examiner la question. Le Conseil des universités a finalement renoncé à son projet. Ces gens-là se sentaient comme privilégiés dans le sens que, comme ils n'étaient pas des étudiants de carrière, si je peux dire ça, qui venaient à plein temps le jour, ils disaient, bon, ils sont déjà généreux avec nous, ils nous permettent de venir à l'université, demandons-en pas trop. C'est pour ça qu'au prime abord, ils se disaient, si on a une bonne qualité, c'est ce qui importe. Mais vite, dans les discussions, lorsque les gens ont commencé à analyser leur situation, lorsqu'ils ont pu constater que ces gens-là payaient des frais de scolarité égaux comme les autres, lorsqu'ils ont constaté que comme travailleurs, travailleuses, ils payaient des impôts, ils faisaient en sorte ils étaient des grands participants, si on veut, de l'accessibilité à l'éducation au Québec dans tous les domaines. De là, bien sûr, le deuxième point qu'ils ont constaté, bien écoutez, nous aussi, on a droit à des véritables services. Ces services-là sont essentiels si on veut s'intégrer aussi dans la communauté universitaire. Denis Sylvain est le coordonnateur des services de l'AGFEP. On n'a qu'à penser aux services proprement dits qui sont normalement offerts à tous les étudiants. Services de librairie, services de magasins scolaires qui fermaient lorsque les étudiants adultes arrivaient à l'université. Vous savez, il y a quelques années, il y avait un dicton qui courait les corridors où on disait « Les étudiants de l'éducation permanente sont des étudiants de partout et de nulle part à la fois ». Et c'était vrai. Les locaux dans lesquels sont dispensés les cours, il y avait, c'était une catastrophe. Je peux dire, moi, puisque j'y étais il y a 4 ans, que près de 40%
des cours était changé à la dernière minute, ce qui faisait que les étudiants, souvent le premier soir de cours, étaient obligés de courir d'un pavillon à un autre, et c'était une aberrance totale. Chose qui est maintenant réglée suite à plusieurs pressions. Des cours laboratoires, on chargeait des montants supplémentaires prétextant des cours laboratoires où on a fait faire une étude exhaustive de l'ensemble des cours qui nous ont démontré que 50 cours n'avaient absolument rien à voir avec des mentions laboratoires. L'université, lorsqu'elle s'est rendue compte de ça, évidemment, a retiré la mention laboratoire. Donc, il y avait un paquet de petits détails, comme ça, les cafétérias qui étaient fermées. Donc, pour l'université, bien qu'elle ait 8 à 10 000 étudiants à partir de 7 heures le soir sur le campus, pour elle, c'est comme, et ça je vous parle il y a 4 ans, 5 ans, c'est comme si l'université fermait à 5 heures. Il n'y avait plus rien qui se passait. Monsieur le Président d'Assemblée, Monsieur Martin et distingués membres élus du comité exécutif, chers amis, parce qu'il est plus commode de penser ainsi, on a souvent laissé croire que les étudiants adultes dans les universités étaient intéressés uniquement à leurs résultats scolaires et que la vie étudiante sur le campus était pour eux sans importance. Votre présence ici, pendant toute la fin de semaine, démontre clairement le contraire. Les tâches qui nous attendent dans ce prochain mandat sont stimulantes. Dans un premier temps, il nous faudra déployer tous les efforts requis pour mettre un terme définitif aux incessantes tentatives de l'université de revoir le statut de la faculté d'éducation permanente. La FEP est et doit demeurer une faculté au service des adultes, issue du marché du travail, tout comme elle doit continuer à offrir des programmes qui répondent adéquatement aux besoins de cette clientèle particulière. Je vous dirais même plus, elle doit enfin sanctionner nos études par des baccalauréats avec appellation qui reconnaîtront officiellement le caractère distinct des études que nous poursuivons à la FEP. Les mois suivants, les événements se sont bousculés. Tel que décidé par le Congrès, la nouvelle équipe a joint le mouvement étudiant pour s'opposer à la hausse des frais de scolarité. L'association a également tenu et gagné un référendum pour s'accréditer selon la loi 32, ce qui lui assure une plus grande autonomie à l'égard de l'université. Par la suite, la GFEP s'est unie avec les étudiants de l'éducation permanente de l'Université McGill pour créer la Fédération des associations universitaires québécoises en éducation permanente. Elle a également adhéré à la Fédération étudiante universitaire du Québec qui reconnaît 3 statuts, 3 catégories distinctes d'étudiants dans les universités. Lors du congrès de 89, on a beaucoup discuté du document « L'Université de Montréal vers l'an 2000 ». Cet énoncé de mission semblait menacer l'avenir de l'éducation permanente. D'où un intérêt accru des délégués à briguer les postes électifs de l'association. Les problèmes, disons, qu'on rencontre le plus fréquemment, les problèmes qu'on rencontre dans nos programmes sont surtout, je pense, d'ordre d'accessibilité. On a encore une espèce de couperet au-dessus de la tête, nous, à la faculté, même si en haut, au rectorat ou même dans le décanat, on nous dit non, 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 faites-vous-en pas, c'est réglé ces affaires-là. La mission de l'université a donné sa place à l'éducation permanente. Il y en a pas moins que, comme on a été longtemps pris comme des parias, comme une classe à côté, comme des marginaux, il y en a pas moins qu'on n'est pas sécure dans notre position, puis qu'on a toujours des choses à défendre. Juste quand, donner un exemple, un nouveau programme qui se crée, il faut être hyper vigilant à savoir est-ce qu'ils vont donner toute la possibilité à nos étudiants adultes, les gens issus du marché du travail, là, les gens qui n'ont pas nécessairement complété un bac déjà, ou qui n'ont pas des études professionnelles, ou qui sont peut-être même pas des professionnels. Ça peut être un salarié, là, mais qui, lui, a acquis bien des affaires sur le terrain, puis qui se rend compte que ce programme-là, ça y ferait son affaire, puis ça l'aiderait, lui, à progresser dans sa carrière. Sauf que ça, je pense que c'est le problème. Les critères d'admission deviennent de plus en plus serrés. Je pense que c'est là que notre jeu se joue. Et c'est là aussi que se joue l'avenir de l'éducation, comme ne cessent de le répéter de nombreux spécialistes en la matière. Jean-Louis Rondeau, ex-sous-ministre de l'Éducation du gouvernement du Québec.
La domination de la population adulte dans l'avenir, je pense que quand on regarde l'évolution des clientèles depuis 25 ans, on s'aperçoit qu'il y a une croissance phénoménale des activités pour la population adulte partout dans le monde, mais en particulier au Québec. Hier, Valmont-Richard donnait des statistiques pour le Québec en ce qui concerne le secondaire. Actuellement, il y a 400 000 jeunes au secondaire, il y a 200 000 adultes. Il est probable qu'avant la fin de la décennie, les proportions vont avoir été renversées. C'est ma conviction profonde. Quand vous regardez les populations adultes au niveau collégial, vous vous apercevez que déjà, certains collèges ont une population qui est majoritairement adulte par rapport à celle qui est en formation, je dirais, continue, là, sans interruption. Et ça ressemble à ça dans plusieurs départements des universités, en tout cas, probablement certaines chassent garder des adultes, mais déjà, on s'aperçoit que ça évolue. Alors, je dirais que l'avenir, c'est sûrement pas un rétrécissement de l'éducation des adultes. Les adultes, je pense, vont accaparer pour toutes sortes de motifs de nécessité d'adaptation au monde du travail, parce que le nombre de jeunes diminue, parce qu'il y a de plus en plus de besoin de connaître des choses. On s'achemine vers une société où ceux qui sont dans des démarches formelles d'apprentissage vont sûrement être les adultes. Bon, une grande demande, c'est évident. Aujourd'hui, le Québec doit être à la fine pointe des connaissances pour assurer son développement. Ce qui veut dire que oui, il y aura de plus en plus des gens issus du milieu du travail qui viendront à l'université pour se recycler, parfaire leurs connaissances, faire des mises à jour de leurs différents acquis, etc. Donc, la reconnaissance des acquis. Savoir que ces gens-là ont déjà une formation, ont plusieurs années d'expérience devant eux, ont des connaissances d'acquises et de faire en sorte qu'ils ne tournent pas en rond à l'université, qu'ils ne soient pas dans l'obligation de réapprendre ce qu'ils savent déjà, qu'on dispose bien sûr des argents nécessaires à pouvoir évaluer d'une façon sérieuse ces gens-là et faire en sorte qu'ils ne perdent pas le temps pour qu'ils puissent servir le plus efficacement notre société. L'enjeu est la capacité qu'accepteront ou non de se donner les institutions d'enseignement d'élaborer et d'offrir des réponses spécifiques. Mais il y a aussi comme enjeu certaines conditions externes. En effet, il ne suffit pas seulement que les institutions soient en mesure de répondre aux demandes croissantes et diversifiées. Il y a aussi pour les adultes, pour les hommes et les femmes, des obstacles réels. Avant de conclure sur les conséquences et les grands enjeux que ces choix comportent, il faut que je rappelle deux conditions externes essentielles au redéploiement de l'éducation des adultes publics. 1, des mesures d'accessibilité. 2, la participation des adultes aux décisions et un renforcement de la formation des jeunes. Donc, 1, les mesures d'accessibilité. Une première condition du développement de l'éducation des adultes est la mise en place de mesures d'accessibilité. Les frais exigés conditionnent inévitablement la participation. Mentionnons à titre d'exemple qu'en Allemagne de l'Ouest, l'université est gratuite pour les étudiants à temps complet. Et pour les adultes à temps partiel aussi. On y voit là, non pas un luxe, mais un investissement dans les ressources humaines du pays et un encouragement aux adultes qui y mettent déjà temps et énergie. Je ne sais pas ce qui se passe au Québec depuis 6 mois. Depuis cette déclaration de M. Bélanger, les droits de scolarité ont augmenté de 130 % pour atteindre 1 200 $ par année. Les besoins sont là. On a des choses à faire avancer. On a des choses à faire gagner à nos membres, à nos étudiants. Si on n'était pas là, élus par la masse, par la base, on aurait, je pense que l'université ne nous entendrait jamais. Parce que quand une masse crie par petits groupes, c'est toujours facile pour le haut pouvoir, pour la très haute administration, de se boucher les oreilles. Mais quand tu as des gens délégués qui vont les poursuivre puis les harceler jusque dans leur bureau, bien là, à un moment donné, tu n'as plus le choix. Il faut que tu te les ouvres les oreilles.
dans la mesure où les adultes ne sont pas là physiquement tout le temps, qu'ils ont peu de temps à investir pour l'action étudiante et qu'ils ont des besoins particuliers qui ne sont pas couverts, je pense, par les étudiants qui représentent des préoccupations de jeunes. Et il faut que quelqu'un ramasse ces informations-là, parle en leur nom et fasse valoir l'ensemble des points de vue qui sont, en tout cas, certains points de vue qui font partie des besoins des étudiants, y compris également de leur faciliter l'accueil, la rentrée, les salles de cours, etc., etc. C'est pas un groupe de pression, c'est pas seulement qu'un groupe de pression, ça l'est, c'est un porte-parole d'une réalité qui est importante. Maintenant, on va se parler franchement, c'est clair que si l'AGFEP ne représente qu'un tout petit segment et un tout petit secteur, il y a toujours un problème de représentativité là-dedans, puis c'est pas tout le monde qui va s'en occuper. Si l'AGFEP, pour être crédible, doit se donner un moyen de représenter la plus large base possible, en sachant très bien que le taux de participation des adultes ne pourra être que minime compte tenu des circonstances que je dis. Et elle a autant un problème de crédibilité en face de ses membres, un problème de base, un problème de support que le doyen de la FEP avec, en face du reste de l'université. Cher bachelier, c'est un grand plaisir pour moi que d'accepter l'invitation de l'Association des étudiants et celle de la FEP pour représenter ce soir les diplômés et de m'adresser à vous en leur nom. Croyez bien que j'en suis très honorée et profondément émue. La collation des grades est sans nul doute un événement important pour nous. Elle est le fruit et le couronnement de notre volonté d'apprendre. La fierté qui se lit dans nos yeux ce soir parle d'elle-même. Elle est l'aboutissement d'un choix, d'une direction nouvelle qui représente plusieurs, ô combien, années d'études à temps partiel, d'efforts soutenus et de sacrifices pour la plupart d'entre nous. Je voudrais ici remercier nos conjoints qui nous ont soutenus durant ces 6, 8 ou 10 années d'études et qui nous ont encouragés à les poursuivre dans les moments plus difficiles que nous traversons parfois. À nos enfants, je dis ma gratitude parce qu'ils ont accepté qu'on ne soit pas toujours présent le soir. Je me souviens que mon fils aîné, âgé de 12 ans alors, me criant un soir « Maman, tu nous as fait pour rester avec nous, pas pour étudier. » J'en ai eu des remords sur le coup, comme vous-même, vous avez pu en avoir. Aujourd'hui, il a 25 ans et sa seule présence ici ce soir vaut 1000 mots. De son côté, la GFEP a contribué de façon remarquable à l'amélioration des services par une bonne représentation au conseil de programme et à d'autres instances de l'université. Elle a atténué par là ce sentiment de marginalité que nous éprouvions à l'intérieur de l'institution. Elle a su également tisser des liens entre les étudiants et la FEP par une revue d'une facture qui suscite l'admiration. Quant à nous, chers bacheliers, malgré le « ouf » de soulagement lancé à la fin de nos études, et parce que 15 jours plus tard, on s'ennuyait déjà, peut-être voudrions-nous poursuivre notre éducation permanente et, pourquoi pas, nous retrouver à une autre collation des grades. Vous avez l'air d'être très heureux, monsieur, de recevoir votre diplôme. En effet, je suis très heureux parce que j'avais deux grands objectifs. Dans un premier temps, c'était de réaliser un rêve de jeunesse, d'atteindre un jour le niveau universitaire et de sortir bachelier, en particulier de l'Université de Montréal. Le deuxième, c'était de laisser un exemple devant ma famille et en particulier mes enfants, du courage et de la persévérance que lorsque quelqu'un veut réussir dans la vie,
à ce moment-là, c'est possible avec beaucoup de courage et de persévérance et de soutien également de la part des membres de notre famille. Je me suis fait embarquer, si je peux dire, entre guillemets, par l'enthousiasme des professeurs et des élèves. Et puis, finalement, j'ai terminé. Au début, j'allais juste par curiosité, juste pour suivre un cours libre, là, même pas pour un crédit, là. Et puis, 7 ans plus tard, ben là, me voilà. Je crois que oui, parce que de plus en plus, on demande des bacs en sciences ou en sciences infirmières. Et moi, je pense que ça va m'aider dans ma carrière. Énormément, énormément. Pour moi, c'est une gloire. J'ai travaillé quand même beaucoup, j'ai sacrifié énormément. C'est pour moi quelque chose d'inouï.